Place à un œil sur les médias avec Karim Yaoui qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vous revenez évidemment sur cette bataille de Mossoul qui a été lancée la nuit dernière et qui fait la une des médias. C'est vrai qu'on en parle beaucoup et il y a un certain nombre d'articles qui nous aident à décrypter un peu ce qui se passe, notamment du côté du Monde qui s'intéresse aux forces en présence pour cette bataille de Mossoul. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que si ces forces en présence ont l'air d'avoir un ennemi commun, l'organisation État islamique, leurs intérêts peuvent être tout de même divergents. Alors évidemment, il y a l'armée irakienne qui a été revigorée par les formateurs américains. On se souvient qu'en 2014, c'était la déroute. Il y a la police qui en elle-même est déjà une organisation complexe puisqu'il y a des forces spéciales, il y a une police fédérale paramilitaire, il y a aussi des policiers locaux, une police souvent accusée d'être noyautée par les milices chiites et impliquée dans des exactions contre les sunnites. Et puis il y a des groupes comme Hashd al-Sharbi qui est une mobilisation populaire mais qui est composée essentiellement de groupes paramilitaires chiites. Il y a aussi Hashd al-Watani. Cette fois, ce sont des tribus sunnites. On pourrait aussi parler évidemment de la coalition conduite par les États-Unis, des forces turques, des peshmerga kurdes qui sont présents sur le sol. Mais ce qui inquiète, évidemment, c'est après la victoire, si la victoire a lieu, eh bien, un certain nombre de groupes qui se sont alliés pour ces circonstances risquent d'être dans une situation où ils pourraient s'affronter, notamment chiites et sunnites, et c'est là la grande inquiétude. Il y a du côté de l'Express cet article à lire qui évoque les enjeux de cette bataille de Mossoul, centre de gravité de Daesh, et c'est vrai que Mossoul, c'est une ville symbolique, puisque c'est là où El-Baghdadi a clamé la naissance de son califat. C'est aussi une ville riche, symbole de puissance, et évidemment, sa prise serait un moment symbolique très fort, et évidemment, on n'hésite pas à communiquer là-dessus. Le Premier ministre irakien a notamment évoqué déjà une victoire sur son compte Twitter. Il y a aussi l'armée irakienne qui publie régulièrement des petites vidéos d'une soixantaine de secondes où on voit l'armée en action. Il y a aussi Brett McGurk qui a sur son compte Twitter évoqué la fin peut-être de 2 années d'obscurantisme. Brett McGurk, c'est l'envoyé spécial de Washington auprès de la coalition contre l'organisation État islamique. Les Kurdes ne sont pas en reste sur Twitter. Ils publient un certain nombre d'images où on voit leurs troupes avec des postures victorieuses. Évidemment, un certain nombre d'internautes appellent de leur souhait cette victoire. C'est le cas de Nadia Mourad, qui est une yézidi, et on sait que les yézidis ont particulièrement souffert de la présence de l'organisation État islamique, mais on s'inquiète aussi sur Twitter des conséquences sur les civils à Mossoul, d'autant plus que, comme le souligne Lorient Le Jour, repris ici sur Courrier International, l'organisation État islamique aurait truffé Mossoul d'explosifs. Et puis il y a aussi un certain nombre de journalistes embedded. Alors évidemment, ils font leur travail, mais ils servent aussi parfois, malgré eux, de canal de communication, notamment pour l'armée. Sur ce site internet, on raconte la présence de ce journaliste de CNN très près des lignes ennemies. Ou encore cette journaliste qui travaille pour des médias britanniques qui prend la pause avec des peshmerga kurdes juste après l'explosion d'une bombe. On pourrait aussi citer ce compte Twitter, celui de Samuel Forêt, qui est embedded aussi, sans oublier peut-être ce tweet qui nous rappelle que si on parle beaucoup de Mossoul depuis 48 heures, il ne faut pas oublier la situation qui prévaut du côté d'Alep. Oui, avec une trêve de 8 heures jeudi, annoncée par la Russie. Justement, Russia Today, la chaîne publique russe d'information internationale, voit ses comptes bancaires bientôt fermés au Royaume-Uni. À partir du mois de décembre, et évidemment, ça suscite un certain nombre de questions, notamment du côté de Russia Today. On en parle dans les médias britanniques. Ce site internet, c'est celui de l'Express, qui évoque des tensions croissantes avec le Kremlin. On en parle aussi dans le Guardian, qui publie cette lettre de NatWest, une grande banque qui a envoyé ce courrier à Russia Today pour leur expliquer qu'à partir de mi-décembre, les comptes seraient gelés. La réaction n'a pas tardé. Ça, c'est le compte Twitter d'une rédactrice en chef de Russia Today qui ironise « Vive la liberté d'expression », écrit-elle, ou encore ce tweet de Konstantin Dolgov, qui est commissaire aux droits de l'homme russe, qui explique que la liberté d'expression a complètement disparu dans une Grande-Bretagne plongée dans
dans un brouillard russophobe. En tout cas, les réactions, vous le voyez, sont assez critiques. Celle de cet autre journaliste qui travaille parfois pour nous, qui explique que quoi qu'on pense de Russia Today, même si on considère que c'est la voix du Kremlin, il ne faut pas violer la liberté d'expression. Du côté du gouvernement britannique, on explique qu'on est totalement extérieur à ces pressions. En tout cas, cette affaire ne va pas réchauffer un climat assez froid entre les deux pays. Vous vouliez nous montrer les images d'une rédaction en colère, celle de nos confrères, celle de iTélé. iTélé, alors on va découvrir ensemble ces images. 85% de la rédaction était en grève aujourd'hui. Une grève pour critiquer l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur les antennes de iTélé. Jean-Marc Morandini qui est mis en examen pour corruption de mineurs aggravée. Mais alors, du côté d'iTélé, on nous explique que ce n'est pas la seule raison. En tout cas, il a fait son apparition à l'antenne malgré cette grève. Il l'a même fait avec une certaine provocation puisqu'il a évoqué dans son émission une série télé qui s'appelle New York Unité Spéciale qui se consacre aux délinquants sexuels. Il a aussi parlé des fresques sexuelles de Donald Trump. En tout cas, on va se quitter avec cette une de Libération à paraître demain. Pour Libération, iTélé, eh bien, du côté de la direction, on a choisi le trash qui accompagne la réputation sulfureuse de Jean-Marc Morandini. Je vous remercie, Karim, pour votre chronique. Un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Je vous retrouve dans une poignée de minutes, 22h30, heure de Paris.